Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter.
Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Des mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Le sol tremble et tu entends un fort craquement. Oh non, le dôme est en train de céder. Tout le monde court vers sa capsule de sauvetage pour évacuer. Les gens se poussent et se bousculent. L'atmosphère du dôme, semblable à la Terre, va être compromise et tu seras exposé aux éléments raréfiés de la surface de Mars. Tout le monde se précipite pour mettre son casque. La fissure s'agrandit de seconde en seconde et les gens paniquent, essayant de monter dans les navettes de secours aussi vite que possible. Dans le chaos, ils se retrouvent tous entassés dans les mauvais vaisseaux et il n'y a plus de place pour toi. Les lumières d'avertissement rouges commencent à clignoter dans le dôme et une voix retentit, disant à tout le monde de mettre leur casque. L'atmosphère martienne n'est plus qu'à quelques minutes et les humains ne pourront tout simplement pas respirer. C'est bien ta chance, tu venais juste d'arriver sur Mars. Alors que les vaisseaux s'éloignent, tu te demandes ce que tu dois faire. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Soudain, un robot guide arrive derrière toi et tu entends un faible bruit provenant de ses haut-parleurs. Il dit « Personne ne peut vous entendre car l'atmosphère de Mars est beaucoup moins dense que celle de la Terre. Elle contient également beaucoup de dioxyde de carbone qui absorbe les ondes sonores.
Même si un concert bruyant avait lieu à seulement 9 mètres de nous, on aurait l'impression qu'il se déroule à des kilomètres. Avez-vous besoin d'assistance ? Tu lui demandes de l'aide et il te montre un plan en 3D de tout le dôme. Tu peux voir quelques autres dépôts de navettes, alors tu décides de t'y rendre. Malheureusement, tu vas devoir aller de l'autre côté du dôme pour atteindre une autre station. Au moment où tu commences à paniquer et à te demander comment réussir à t'y rendre, le robot se transforme en bicyclette et te dit d'y monter. Tu montes dessus et tu te balades dans la ville, en regardant tous les bâtiments et les rues vides. La fissure devient de plus en plus grande et de minuscules morceaux du dôme commencent à tomber d'en haut comme de la neige. Lorsque tu arrives à l'autre station, les dernières personnes sont en train d'embarquer dans l'unique navette. Tu leur cours après, essayant désespérément d'attirer leur attention. Mais quand tu fais retentir la sonnette de ton vélo, elle ne fait presque pas de bruit. Leur vaisseau s'éloigne avant qu'ils ne puissent te remarquer. Tu demandes pourquoi les sons ne fonctionnent pas et le robot t'explique qu'on peut à peine entendre des bruits aigus sur Mars. Le dioxyde de carbone rend les bruits aigus, comme les cloches et les gazouillis d'oiseaux, presque impossibles à entendre. Si seulement tu étais encore sur Terre, il t'aurait peut-être remarqué. Le robot te dit qu'il y a une dernière chance de s'échapper. Il se transforme en un minuscule vaisseau spatial. Tu montes dedans et il s'envole par la fissure du dôme dans l'espace. Il va si vite que tu devrais rapidement être de retour sur Terre. Au moment où tu commences à te détendre et à apprécier les vues de l'espace, tu vois une lumière rouge clignoter sur le robot. Tu lui demandes ce qui ne va pas, mais tu n'obtiens aucune réponse. Soudain, tu réalises que tu ne peux rien entendre dans l'espace. Le son se propage par ondes, et il a besoin de quelque chose pour se déplacer, comme l'air ou l'eau. L'espace est un endroit sans air, et tu n'entends donc aucun son. Le vaisseau spatial change soudainement de direction et s'éloigne de la Terre. Tu essaies de diriger le robot dans la bonne direction, mais tu ne sais pas comment attirer son attention. Le vaisseau fait un vol jusqu'à Vénus. À mesure que tu te rapproches, les turbulences se font sentir. Les vents de Vénus sont plus rapides que n'importe quelle tornade sur Terre. Tu ne cesses de dériver en essayant de trouver un espace sûr pour atterrir. Le robot parvient à garder un cap stable, malgré le vent qui le projette dans tous les sens. Tu peux déjà sentir la chaleur à travers toutes les couches. Finalement, le robot repère une petite grotte au loin et tente de s'y poser. Dès que le robot touche le sol, il se transforme en une combinaison spatiale que tu peux porter pour être en sécurité dans cet environnement extrême. Les prévisions sont aujourd'hui sur Vénus, canicule, des températures extrêmes toute la journée et toute la nuit. Attends-toi à des nuages d'acide sulfurique et à des vents violents. L'atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone, tu peux donc t'attendre à ce que ta voix soit plus grave à cause de la densité de l'atmosphère de la planète. C'est seulement la deuxième planète la plus proche du Soleil, mais c'est en fait la plus chaude. Son atmosphère piège la chaleur du Soleil et la garde autour de la planète. Il fait tellement chaud sur Vénus que ça pourrait faire fondre du plomb. Si tu passais par là avec un vaisseau spatial, tout serait chauffé à blanc en quelques minutes. Heureusement, tu as cette armure de robot indestructible. Tu essaies de demander au robot comment rentrer, et ta voix semble étrange. Tes cordes vocales vibrent plus lentement ici que sur Terre, ce qui rend le ton plus grave. Mais en même temps, la vitesse du son sur Vénus est beaucoup plus élevée, ce qui rend la voix plus grinçante. Ensuite, la forte teneur en dioxyde de carbone de l'air crée un effet bizarre qui fait croire à ton cerveau que la source sonore est petite. En gros, tu as la voix d'un canard de dessin animé. Tu regardes à l'horizon et tu vois de nombreuses collines et montagnes éparpillées dans la plaine. Mais le robot te dit que beaucoup d'entre elles sont des volcans. Vénus a en fait plus de volcans que toute autre planète du système solaire. Les scientifiques en ont découvert plus de 1600 uniquement à sa surface, ce qui pourrait signifier qu'il en reste encore plus à découvrir. Ouais, peut-être que rester ici toute la journée n'est pas une bonne idée, et pas seulement à cause de la chaleur. Un seul jour sur Vénus dure 243 jours terrestres. En fait, un jour sur Vénus est plus long qu'une année, car il ne lui faut que 225 jours pour effectuer une rotation complète autour du Soleil. Il est difficile de se comprendre, mais tu finiras par y arriver. Le robot te dit qu'il s'est perdu, et que tu seras de retour sur Terre en un rien de temps. En te baladant dans la grotte, tu réalises que tu es en fait à l'intérieur d'un volcan. Tu dis au robot de se dépêcher et de te ramener chez toi avant qu'il n'entre en éruption. Mais il n'est manifestement pas très doué pour la navigation dans l'espace, car tu ne tardes pas à te retrouver ailleurs. Tu es maintenant sur Titan, la plus grande lune de Saturne. Cette lune est si grande qu'elle est même plus grande que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Le vaisseau arrive dans l'atmosphère qui ressemble et se comporte comme celle de la Terre. La seule différence notable est la brume orangée qui flotte dans l'air et qui rend la visibilité beaucoup plus difficile.
À mesure que tu descends vers la Lune, le robot détecte des signes de cyanure gazeux sur toute la surface et des nuages dufteux composés de méthane glacé. Tu te poses sur un point pas trop accidenté et tu t'efforces de faire en sorte que le robot te ramène au bon endroit. Au moins cette fois, tu ne transpires pas. Le robot se transforme à nouveau et commence à examiner les environs. L'atmosphère est environ 60% plus épaisse que sur Terre. En marchant, on a l'impression de patauger dans du sirop d'érable. La teneur en azote de l'air est très élevée, si bien que les sons sont étonnamment similaires à ceux que l'on entend sur Terre. Tu dis au robot que tu as vraiment envie de rentrer chez toi, mais c'est un cri fort et rauque que tu entends. C'est parce que Titan contient plus d'azote que la Terre et que le son voyage un peu plus lentement. Heureusement, vous pouvez toujours vous comprendre ici. Le robot te dit qu'il doit absorber un peu plus d'énergie de ses panneaux solaires avant de décoller. Alors tu regardes autour de toi. Cette lune est l'une des seules choses dans le système solaire qui possède des masses liquides stables, comme des rivières, des lacs et des mers sur sa surface. Tu peux maintenant comprendre pourquoi le robot s'est perdu, étant donné la ressemblance de Titan avec la Terre. Titan a même des cycles liquides, avec de la pluie, de l'évaporation et de la condensation. En revanche, ce n'est pas de l'eau comme sur Terre. Le liquide principal ici est le méthane. Les scientifiques pensent qu'il peut y avoir une activité volcanique, mais au lieu de la lave en fusion, c'est de l'eau qui s'échappe. D'autres planètes comme Mars ont de la glace sur les sommets de leurs montagnes et des traces d'eau sous la surface. Mais rien n'est aussi proche de la Terre que Titan. Certains scientifiques pensent que cette lune pourrait être notre prochaine maison dans des milliards d'années. La température du Soleil augmentera d'ici là, rendant l'atmosphère de la Terre inhabitable. Les températures fraîches de Titan seront suffisantes pour créer des océans stables et permettre la vie. Le robot récupère finalement assez d'électricité pour s'envoler et tu peux rentrer chez toi. Ça sera sympa d'avoir une conversation normale où ta voix ne ressemblera pas à celle d'un dessin animé grotesque. Youhou! Tu t'es déjà demandé ce que cela ferait d'entendre le son d'un trou noir? La NASA a pensé à toi. Ceci est un trou noir qui hurle. Hurler dans l'espace? Je pensais que dans l'espace, personne ne pouvait entendre crier. Eh bien, laisse-moi t'expliquer un peu. En utilisant un télescope, la NASA a examiné les mouvements des gaz chauds dans un amas de galaxies en 2002. Puis, ils ont converti ce qu'ils ont trouvé en un son. Le bruit, comment le dire gentiment, n'était pas exactement agréable, mais ce n'est pas grave. Après tout, pouvoir entendre le bruit que produit un gaz chaud dans un amas de galaxies situé à 250 millions d'années-lumière, c'est déjà assez dingue en soi, non? Eh, tu aimerais entendre le bruit que produit le gaz ici sur Terre? Non, ok, laisse tomber. Les ondes sonores existaient déjà dans l'amas de gaz. Les experts les ont donc tout simplement adaptées à l'échelle de notre capacité auditive. Ils ont ainsi traduit les données provenant du télescope. Le principe est universel. Dans notre atmosphère, nous pouvons entendre les choses parce que les ondes de pression se déplacent dans un milieu comme un liquide ou un gaz. Les ondes sonores dans ces galaxies peuvent également se déplacer puisqu'elles sont entourées de gaz. Quel est le rapport avec les trous noirs? Eh bien, la chose qui déclenche ces ondes de pression dans l'amas est un trou noir géant. Pour être plus précis, il s'agit d'un trou noir supermassif qui pèse des millions de fois plus que le Soleil. Les experts ne comprennent pas encore parfaitement la relation entre les trous noirs supermassifs et les amas de galaxies qui les entourent. Ils savent seulement que les deux évoluent ensemble. Ils sont interindépendants. Le cluster nourrit le trou noir avec de nouveaux matériaux, etc. Et en retour, le trou noir chauffe le cluster. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Je me suis alors demandé quelle était la taille des plus gros trous noirs. Il existe 4 types de trous noirs: stellaires, intermédiaires, supermassifs et miniatures. Naturellement, les plus grands entrent dans la catégorie des supermassifs. Le plus grand trou noir de l'univers que nous avons découvert jusqu'à présent est d'environ 66 milliards de fois plus grand que le Soleil. C'est l'un des objets les plus brillants de l'univers. Les astronomes continuent de scruter l'espace et de trouver de nouveaux trous noirs. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quand le premier trou noir a été repéré? Il a été découvert par plusieurs chercheurs simultanément en 1971. Les scientifiques ont d'abord établi que ces objets étaient formés à partir des restes d'étoiles massives. Après l'apparition d'un trou noir, celui-ci avalait tous les objets alentour. Voici un bref résumé du fonctionnement de ces objets spatiaux. Leur force gravitationnelle est très élevée. Rien ne peut s'échapper d'un trou noir après avoir traversé l'horizon des événements. Les trous noirs mangent tout. Et exactement comme moi en fait. Je veux dire, même la lumière est piégée à l'intérieur. Ce qui est encore plus cool, effrayant, c'est que les lois du temps et de l'espace y sont déformées. Si tu tombais dans un trou noir, tu te rendrais compte que le temps y ralentit.
Einstein l'explique dans sa célèbre théorie de la relativité générale. En termes très simples, le temps est affecté par la vitesse à laquelle tu te déplaces à des vitesses extrêmes. La NASA a découvert un trou noir en pleine expansion. Mais n'aie pas peur, le monde n'est pas en danger. Ce trou noir était sous les yeux des astronomes depuis le début. Il se trouve dans une région du ciel parfaitement observée et connue. Les astronomes affirment que ce trou s'est formé 750 millions d'années après le Big Bang. Tu sais, la naissance de notre univers. Alors, pourquoi les trous noirs sont-ils si brillants ? Eh bien, c'est un peu paradoxal. Lorsque j'ai décrit ce phénomène spatial, j'ai dit que les trous noirs étaient si denses que même la lumière y était piégée dedans. Mais si on demande à n'importe quel astrophysicien, il confirmera que les trous noirs figurent parmi les objets les plus brillants de l'espace. C'est parce que les trous noirs n'existent pas tout seuls. Ils se trouvent au centre des galaxies et sont généralement entourés de nuages de gaz chaud. Et ce sont ces nuages qui créent ces auras cosmiques autour des trous noirs. Je dois cependant préciser que l'on ne peut pas voir directement un trou noir. Ce que l'on voit, ce sont en fait les effets qu'il produit sur son environnement. Par exemple, on peut voir des objets spatiaux être déchiquetés par un trou noir. Tu te souviens qu'en 2019, l'image de la silhouette d'un trou noir a été dévoilée au public pour la toute première fois ? C'est bien une preuve, les amis. Tu ne verrais pas vraiment le trou noir s'il n'y avait pas d'anneau orange. Pourquoi l'anneau est-il orange et non vert ou violet ? Le cercle sombre à l'intérieur est l'ombre du trou noir. L'orange vif de l'anneau brillant sur l'image n'est pas la vraie teinte du gaz. Cela me brise le cœur de te dire ça, mais il le faut. Il s'agit d'une représentation choisie par les chercheurs pour dépeindre la luminosité des émissions. Un scientifique a expliqué que le jaune est l'émission la plus intense, le rouge est moins intense et le noir a peu ou pas d'émission du tout. Dans le domaine optique, cet anneau semblerait probablement blanc, peut-être teinté de bleu ou de rouge. Bon, la spaghettification est un vrai mot. C'est une capacité étonnante qu'ont les trous noirs. Si une girafe tombait dans un trou noir, elle s'étirerait en un long spaghetti. On parle donc aussi d'effet de nouille. Sur Terre, les jambes d'une girafe sont plus proches du centre de la Terre. Elles sont donc plus puissamment attirées par la surface que la tête de l'animal. Cette règle joue en faveur de l'animal sur Terre, mais jouerait en sa défaveur à l'intérieur d'un trou noir. Dans un trou noir, il y a une gravité extrême. Plus les pattes de la girafe se rapprochent du centre du trou noir, plus la gravité les étire. Et plus la gravité se rapproche du centre, plus ses pattes bougent rapidement. Mais la partie supérieure du corps de la girafe étant plus éloignée, elle ne se rapprocherait pas du centre aussi vite que ses pattes. Et voilà la spaghettification. Je pourrais avoir des boulettes de viande avec, non ? La seule différence entre un trou noir et notre Soleil est que le centre du trou est constitué d'un matériau super dense. Cela fournit au trou noir un puissant champ gravitationnel qui peut tout piéger, y compris la lumière. C'est pourquoi nous ne voyons pas les trous noirs. Savais-tu que théoriquement, on peut transformer n'importe quoi en trou noir ? Par exemple, si tu réduisais le Soleil à environ 6 km de diamètre, tu comprimerais la matière à l'intérieur à une taille extrêmement petite. Cela la rendrait si dense que notre étoile se transformerait en un trou noir. On pourrait faire la même chose avec une planète, ou même avec son propre corps. Est-ce qu'il existe une chose appelée trou blanc, ou est-ce juste une légende ? Oui, en théorie, les trous blancs existent. Hypothétiquement, ils fonctionnent à l'inverse des trous noirs. Rien ne peut y pénétrer. Les physiciens considèrent les trous noirs et les trous blancs comme le yin et le yang, ou les deux faces d'une même pièce. Pour eux, si rien ne peut s'échapper d'un trou noir, rien ne peut pénétrer dans un trou blanc. Mais l'existence des trous blancs n'a pas encore été prouvée. Et les trous de verre ? Le cinéma regorge de films sur les trous de noir et les trous de verre. Combien d'entre eux sont basés sur la réalité et combien relèvent de la pure fiction ? Certaines personnes pensent que les trous noirs fonctionnent comme des trous de verre. On y entre et on en sort dans une autre partie de l'univers. Comme il nous reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir en physique, personne ne peut prouver que cette théorie soit fausse ou vraie. Selon l'astrophysique, nous devons disposer d'une théorie solide qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Les trous noirs font partie des plus grandes structures de l'univers, mais il pourrait exister de minuscules spécimens. La masse du plus petit trou noir que nous connaissons est seulement 3 fois plus grande que celle de notre Soleil. Apparemment, les trous noirs peuvent aussi disparaître. Stephen Hawking a développé sa propre théorie du rayonnement. Selon cette théorie, le rayonnement diminue la masse et l'énergie de rotation des trous noirs. Et finalement, ils s'évaporent. Ce processus se produit toutefois très lentement, si nous ne parlons pas de petits trous noirs.
Les astronomes ont découvert un trou noir furtif dans la galaxie voisine. Ce qui rend celui-ci spécial est le fait qu'il s'agit du premier trou noir stellaire inactif en dehors de notre galaxie. Ce type de trou noir est difficile à observer car il n'interagit pas beaucoup avec son environnement. Ils n'émettent pas autant de radiation que les autres trous noirs. Revenons ici sur Terre. Qu'en est-il des trous d'effondrement? Eh bien, la logique est différente. Pourtant, si tu traverses l'horizon des événements, toute ta voiture peut disparaître. Oups!